Dernière édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de ce vendredi, l'alerte orange est décrétée sur tout le pays en raison du passage d'une dépression tropicale. Des pluies torrentielles commencent déjà à s'abattre sur plusieurs départements géographiques du pays ce vendredi. Un glissement de terrain a été enregistré sur la route nationale numéro 7, a annoncé la protection civile. Un calme précaire a régné ce vendredi à Cité-Soleil. Après plusieurs jours de combat entre les gangs, cette accalmie a permis le chargement de plusieurs camions-citernes au niveau du terminal de Vareux. Il n'existe aucune pénurie de produits pétroliers, selon le président de l'Association nationale des propriétaires de stations-service, Marc-André Desrifons. Et puis Haïti est sur le point de développer des relations commerciales avec le Mexique. L'annonce a été faite par le président de la Chambre de commerce haïtiano-mexicaine, M. Jean-Claude Verdier. Il a fait remarquer que des conteneurs de céréales et de sucre doivent arriver dans les prochains jours à Port-au-Prince. Chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme annoncé en titre, les autorités ont décrété l'alerte orange sur tout le pays et appellent les citoyens et citoyennes à rester vigilants. Des fortes pluies s'abattent sur plusieurs départements d'Haïti en raison du passage d'une dépression tropicale. Un glissement de terrain a été enregistré ce vendredi sur la route nationale numéro 7 au niveau de Rivière-Glace, a annoncé la protection civile. De fortes pluies s'abattent sur le pays depuis ce matin, une situation qui est due à une zone de basse pression qui a traversé la Jamaïque. Les experts en météorologie parlent de potentiel cyclone tropical. Pour plus de détails, le météorologue Rodolphe Omer-Victor est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir, Monsieur Omer, et merci de votre disponibilité. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. Effectivement, nous avons le potentiel cyclone tropical numéro 22 qui se situe ce soir juste au nord-ouest de la Jamaïque et qui continue sa trajectoire vers le nord-est, qui devrait probablement atteindre l'extrême sud-est de Cuba durant la nuit de demain. Okay? Et maintenant, ce qui arrive, c'est que contrairement à un cyclone tropical qui est construit, qui est solide, qui est compact, les masses nuageuses généralement entourent le centre de basse pression. Mais dans ce cas précis, à cause de conditions qui ne sont pas favorables, qui n'ont pas permis à ce système de devenir un cyclone tropical, les vents, les conditions défavorables ont fait que la majorité des activités pluvieuses orageuses se situent au nord de la Jamaïque, au sud de la Jamaïque et au sud de notre île, particulièrement au sud d'Haïti. Et les vents qui accompagnent tout le système font que ces masses orageuses se dirigent et continuent d'avancer et passent sur les côtes méridionales, les côtes sud d'Haïti, où beaucoup de pluie tombe effectivement pratiquement depuis la nuit, et ces pluies sont de plus en plus fortes par endroits et elles diminuent de l'autre côté. C'est des pluies intermittentes, fortes à modérées, qui devraient continuer encore demain. C'est la situation. Et la bonne nouvelle, je pense, c'est que ce système marchait beaucoup plus lentement et a commencé un petit peu plus à accélérer, ce qui devrait nous permettre de respirer un petit peu plus tôt que prévu. Alors, mis à part des fortes pluies, à quoi devons-nous nous attendre en Haïti? Est-ce qu'on doit s'attendre à des vents violents ou... Je l'avais dit, quelle que soit la nature de ce système, que ce soit une dépression, une tempête tropicale ou autre chose, le plus important, ce serait surtout les activités pluvieuses. Donc, c'est le principal risque, c'est les activités les plus torrentielles qui accompagnent ce système. C'est le principal risque. Naturellement, c'est un système orageux. Il peut y avoir toujours des coups de vent sur certaines cellules orageuses. Donc, l'océan, la mer est assez agitée. D'ailleurs, les autorités ont interdit le cabotage près les côtes du pays, ce qui est parfaitement normal parce que la mer démonte des côtes qui peuvent atteindre jusqu'à 12 pieds, c'est énorme. Donc, le principal danger reste et demeure les activités pluvieuses qui ont déjà causé certaines inondations, d'après certaines images que j'ai vues, et qui devraient continuer encore durant au moins 24 heures sur une bonne partie du pays.
Donc pour demain samedi et dimanche, est-ce qu'on doit s'attendre à une amélioration ou du moins à une dégénération, si on va dire, de la situation synoptique? Pour le moment, les pluies continuent à arriver, particulièrement sur le sud du pays. Ça va continuer durant la nuit. Demain, en fin de journée, en début de soirée, il va y avoir une amélioration graduelle de l'ouest vers l'est. D'abord, sur les côtes, la presqu'île du sud, l'ouest de la presqu'île du sud. Et ça va aller graduellement vers l'est, vers les autres départements. Mais jusqu'à dimanche, à cause de la circulation autour de cette perturbation, il y aura toujours des activités pluvieuses. Et demain, surtout demain soir et dimanche, probablement sur le sud-est, une bonne partie du sud-est. Même pour le bassin de Port-au-Prince un petit peu également, et puis sur le bas nord-ouest et le Haut-Antibonite, il y aura encore des activités pluvieuses. Mais elle va commencer à diminuer de plus en plus de manière graduelle, jusqu'à ce que de l'air sec qui se trouve à l'ouest du système arrive ici d'ici lundi. Et là, ce sera beaucoup plus intéressant. Il y aura peut-être des percées de soleil dimanche qui augmenteront au fur et à mesure. Et d'ici lundi au mardi, ce sera OK. Donc, si l'on comprend bien, également, les départements qui seront plus touchés sont les départements du sud, du sud-est. C'est bien ça? La Grande Anse, tout le Grand Sud en général, et ensuite les régions comme l'Ouest également, ensuite l'Ouest, excusez-moi, le Nord-Ouest, surtout le bas Nord-Ouest, et le Haut-Antibonite, ce sont les régions qui sont le plus à risque. Naturellement, les autres départements connaîtront certains effets, comme une couverture nuageuse plus importante, quelques pluies, mais le gros de la perturbation, ces effets les plus importants seront sur le reste des demeures sur le Grand Sud. Merci Rodolphe Omer Victor, merci pour cette précision. Ça a été un plaisir. Au revoir. Voilà, c'est avec nous le météorologue Rodolphe Omer Victor. Avec lui, nous avions parlé de la situation synoptique, notamment à cause des fortes pluies qui s'abattent sur le pays depuis ce matin. Après plusieurs jours de combat entre les gangs, un calme précaire a régné ce vendredi à Cité-Soleil. Cette accalmie a permis le chargement de plusieurs camions au niveau du terminal de Vareux. Selon les responsables du terminal, un total de 60 camions-citernes ont été chargés. Certaines stations-service commencent déjà à s'alimenter en carburant. Il faut souligner qu'il y avait un début de pénurie de carburant au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les pompes à essence ne pouvaient pas s'approvisionner en raison de cette guerre des gangs à Cité-Soleil. Joint au téléphone par Métropole, Marc-André Desrifons, secrétaire général de l'Association nationale des propriétaires des stations-service, a fait savoir qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il annonce une nette amélioration de la distribution des produits pétroliers d'ici ce week-end. Le terminal Vareux, qui est le principal terminal pays, des pétroliers pays, qui est situé dans la commune Cité-Soleil. Okay? Et lundi matin, il y a des tirs sporadiques et puis une situation de tension qui déclare immédiatement. Et bien que le terminal ait commencé le travail, il est obligé de faire des opérations. Depuis lundi mi-journée, ça, jusqu'à hier mi-journée, et pas de grande station qui était approvisionné. Ça veut dire qu'il y a une pression côté que grand pile monde qui voit un pile pompe tomber en rupture de stock et puis courir à faire gaz. C'est ça qui a l'impression que bon pénurie en soi. Mais en termes de quantité en dépôt, il y a assez de quantité pour le moment. C'est juste que c'est une situation de tension ça au niveau terminal là qui cause que l'approvisionnement pas fait normalement. Et après 2 jours et dans les capacités de refourer, et puis en plus de la tombe en rupture de stock. Et maintenant, nous sommes passés quasiment 2 jours. Là, par exemple, aujourd'hui, nous faisons une journée de travail pleinement, et il y a pile de camions qui sont sortis. Et hier, ça n'a pas plus mal d'eau, bien que nous avons commencé un peu tard. Et je pense qu'au cours du week-end, là, et si ça continue comme ça, nous avons des améliorations. Mais bien qu'aujourd'hui, il y a des petits surtout, malgré ça, ça n'a pas empêché que les distributions continuent. Et je pense que si ça continue comme ça, et tout au long du week-end, là, et bon, par contre, demain c'est férié, s'il y a travail. Et si ça continue lundi sans interruption, je pense que, il y a ici des soucis, ça que, un peu de gain. Autre point de l'actualité, le président de la Chambre de commerce haïtiano-mexicaine, Jean-Claude Verdier, annonce que le pays est sur le point de développer des relations commerciales avec le Mexique. Il a fait remarquer que des containers de céréales et de sucre doivent arriver dans les prochains jours à Port-au-Prince.
Les marchandises viennent mettre un terme à la pénurie de produits alimentaires résultant de la fermeture de la frontière par le gouvernement dominicain. Le gouvernement haïtien s'est engagé à accompagner les entrepreneurs face aux difficultés économiques. M. Verdi encourage également les commerçants à s'approvisionner dans ce pays. Mexique, par exemple, c'est lui-même qui a alimenté la République dominicaine à certains produits que la République dominicaine revend. Par exemple, d'abord, exemple, Jumex. Jumex, ça, c'est Mexico qui le fait. D'abord, exemple, cocoé. Tout cocoé qui a déballé sur Haïti, là, ce n'est pas les Dominicains qui fait, c'est des bateaux pleins de cocoé qui sont au Mexique, de Cala jusqu'en l'air. Vous comprenez? Tout bagaille ça, même ça, il faut comprendre, qui fait m'intéresser à Mexique, c'est l'échange. Ça veut dire qu'il n'y a pas sorti comme ça pour acheter seulement, il y a besoin de certains bagailles dans le monde. Par exemple, les bagailles qu'il y a besoin, c'est sur tout point. L'arrivée sur le plan culturel, qu'on y a là, nous, pour parler avec certains autres collaborateurs haïtiens, pour nous mettre la maison d'Haïti au Mexique. C'est une maison culturelle, c'est une maison qui parle fait que yo exposé artisanat nous, peinture nous, musique nous, toute qualité échange. Ça veut dire, premièrement, est-ce qu'on a qui fait? Deuxièmement, c'est la formation que vous parlez de nous. Yo intéressé à nos formations, yo intéressé à investir certains bagages parce que moi, je rencontre des investisseurs mexicains. Je dis comme ça que c'est dans l'ordre de 50 millions qui sont intéressés, c'est pour faire bagage en Haïti. Par exemple, moi, je ne compagnie Ciment, par exemple, qui va monter en compagnie en Haïti. Moi, je ne compagnie qui est intéressée dans la plateforme pétrolière. On parle de 3 plateformes pétrolières dans différents points. Ça, c'est pour m'expliquer que un paquet de problèmes qu'on gagne, on pas gagner encore. Vous comprenez? Et problème dans le passé à tout, moi ça m'a parlé à la Windel, m'a exposé à toutes sortes de qualités parce que il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont mauvaises habitudes. Oui. Il y a la vie dure. Il y a des gens qui sont qui facile pour lui pour traverser la Dominicanie. Je ne poser personne à faire ça. Mais pendant ce temps, il faut qu'on ait l'autre alternative à la République dominicaine parce que la République dominicaine, il faut apprendre à respecter un partenaire. C'est pour qu'on ait un deal avec un partenaire avec tout respect. Un respect mutuel que tout le monde comprenne pour payer à l'autre forme de collaboration. La France promet une contribution à la force multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. À ce stade, l'ambassadeur de France, Fabrice Moriès, ne peut pas préciser le secteur envisagé. Le gouvernement français doit décider en concertation avec les partenaires si la contribution concernera la finance, la formation ou la logistique. Entre-temps, la communauté internationale est toujours dans l'attente d'un accord politique selon le diplomate. La position de la France n'a pas du tout évolué par rapport à ce que nous étions dit il y a 2 mois. Nous soutenons cette mission d'aide à la sécurité d'Haïti. Nous avons voté en faveur de la résolution au Conseil de sécurité. Nous continuons à penser que la PNH, qui fait du bon travail, bien évidemment insuffisant, de manière insuffisante, mais qui fait du bon travail, comme nous l'avons vu hier, par exemple, à Cité Soleil, avec le déploiement de l'équipe SWAT pour mettre un terme et protéger les populations civiles qui étaient affectées par la guerre entre les gangs à Cité Soleil. Nous estimons que cette mission est nécessaire pour aider la police nationale haïtienne à finir le travail, je dirais. Donc notre position de ce point de vue-là n'a absolument pas évolué. Nous restons totalement au soutien du développement de cette mission et le plus tôt arrivera son déploiement, mieux ce sera. Après, effectivement, nous sommes bien conscients des difficultés que pose
le déploiement d'une telle force. Ce n'est pas quelque chose qui peut se décider et surtout s'exécuter sur un claquement de doigts. Il y a un certain nombre d'actes de préparatifs d'actes de préparation qui doivent être effectués, que ce soit sur le plan politique, sur le plan logistique, sur le plan opérationnel. Et nous sommes au début de ce processus qui va durer quelques semaines, peut-être quelques mois, mais qui, je n'en doute pas, finira par se concrétiser. La décision de l'Assemblée de l'Assemblée nationale kenyane, à laquelle vous faites référence, est un pas important et est un pas positif dans cette série de préparatifs. C'est un accord politique qui a été donné par la représentation nationale kenyane au déploiement et je crois qu'il y a tout lieu de s'en réjouir. En tout cas, la France s'en réjouit. Le souci économique maintenant, et parce que le fait pour le gouvernement kenyan de dire avoir besoin de ce financement d'abord avant le déploiement de la mission. Donc c'est un signal clair envoyé aux partenaires d'Haïti, mais aussi soutenant la mission. Quelle est la réaction de la France en ce sens? Est-ce que la France serait prête à mettre la main dans la poche en ce sens? Non, mais de toute façon, nous savions que cette mission, le déploiement de cette mission aurait un impact financier, ça nous le savions. Et à partir du moment où le choix qui a été fait par le Conseil de sécurité de manière quasiment unanime, je vous rappelle que il y a eu effectivement des abstentions, mais il y a quand même eu un large accord pour mettre en place une force non onusienne de sécurité. À partir du moment où ce choix a été fait, nous savions qu'il y aurait un problème de financement, une question de financement qui devrait se poser et qui est en train d'être résolue. Donc là, il y a des discussions qui se déroulent entre les possibles contributeurs. Moi, je ne peux pas vous dire à ce stade quel va être l'effort de la France, s'il va être financier, s'il va être matériel, s'il va être un effort de formation. Je crois que ce sont des choses qui sont encore en train d'être examinées à Paris. Et elles sont en train d'être examinées à Paris pour une raison très simple, c'est que pour l'instant, nous n'avons encore pas toutes les réponses aux questions que nous posons sur les modalités de déploiement de cette force. Nous souhaitons que la crise politique haïtienne, qui est fondamentalement une crise démocratique, soit réglée de manière démocratique. Et nous ne connaissons pas d'instrument plus démocratique que l'organisation d'élections. Voilà. Je n'en connais pas d'autres. Si certains ont d'autres idées, d'autres méthodes pour parfaire la démocratie dans un pays qui n'a pas connu d'élections depuis 2016, je crois, donc ça fait maintenant presque bientôt 8 ans, qu'il n'y a pas eu d'élection, ni locale ni nationale. Si certains ont d'autres idées, qu'ils me les fassent savoir. Mais moi, je n'en connais pas d'autres. Donc nous continuons à privilégier une voie politique, un accord politique qui permettrait d'aller vers des élections. Alors, bien évidemment, que l'on ne me fasse pas de procès d'intention. Nous ne demandons pas des élections demain matin. Nous savons très bien que demain matin ou après-demain, ces élections ne sont pas possibles parce qu'il y a une question sécuritaire qui empêche le déroulement normal d'élections libres. Mais en revanche, nous pensons qu'un effort conjoint qui permettrait de s'entendre sur le principe d'élections libres, crédibles, transparentes, organisées par un organe électoral impartial, et parallèlement des progrès sécuritaires qui sont dus d'abord à une PNH qui fonctionne mieux, une PNH dépolitisée et une PNH éventuellement aidée par une force d'appui internationale, que la conjonction de ces deux disons, dynamiques pourrait favoriser une solution à la crise haïtienne. Toute action pouvant aider à la résolution de la crise sécuritaire, économique et politique, d'où qu'elle vienne, sera bien accueillie. C'est ce qu'a fait savoir le vice-président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie. Grégory Morissette rappelle que le secteur des affaires est l'une des victimes de cette crise socio-sécuritaire. L'homme d'affaires invite les autorités à agir pour aider le pays à retrouver un climat propice à l'investissement. Pour un meilleur et pour l'amélioration du climat des affaires,
nous avons fait un certain nombre d'activités, que ce soit des conférences, des séminaires pour sensibiliser. Récemment, on a fait autour du code douanier, comme on a un nouveau code douanier pour mieux informer les entreprises. On a fait récemment aussi pour la corruption avec l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC. Donc, on essaye de faire un plaidoyer justement pour un meilleur climat des affaires. Parce que une Haïti qui est stable, où effectivement il y a une libre circulation, où les gens peuvent consommer, où les entreprises peuvent investir, ça va générer des points de PIB, ça va générer de la croissance, ça va générer aussi un climat propice à l'investissement. Il y a une mission militaire, multinationale en tout cas, de soutien à la sécurité en Haïti. Beaucoup d'annonces autour de cette mission, que ce soit du Kenya étant, des autres pays partenaires d'Haïti, mais aussi et surtout en Haïti. Comment est-ce que la Chambre haïtiano-française ou franco-haïtienne, comment est-ce que vous accueillez la nouvelle de cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, vous-même, votre attente, votre regard, mais aussi vos remarques? Bon, il faut savoir qu'en tant que Chambre de commerce, nous sommes totalement apolitiques, bien que, effectivement, en étant membre du secteur privé, on fait partie de la cité et on ne peut pas rester indifférent, bien entendu. On a eu, comme Chambre Franco, à prendre des positions de plaidoyer, à signer des notes en faveur de telle ou telle action qui pourrait justement permettre un dégel de la situation et une amélioration toujours du climat des affaires. Maintenant, toute action, que ce soit du gouvernement actuel, que ce soit de la communauté internationale, qui permettrait d'avoir une stabilité politique, économique, parce qu'on fait face à une crise multidimensionnelle, à la fois sécuritaire, sanitaire et d'immigration, plutôt d'émigration. On fait face à une crise de famine. Donc, toute action, effectivement, émanant des partenaires, des protagonistes, que ce soit locaux ou internationaux, qui favoriseraient cette stabilité-là, et toute activité ou bien toute action sera la bienvenue pour améliorer la situation en Haïti. En résumé, y compris cette mission multinationale. Cette mission multinationale, justement, elle est ce qu'elle est. Et donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, on fait face à des difficultés sécuritaires. On n'est pas sorti de l'auberge par rapport à la situation. Donc, comme je vous dis, donc, toute action qui permettrait cette stabilité-là, toute action qui viserait justement à améliorer les conditions de vie, que ce soit sécuritaire pour permettre aux entreprises de pouvoir faire des investissements, créer des emplois, toute action est la bienvenue aujourd'hui. Les 14, 15 et 16 novembre dernier s'est tenu à l'hôtel Montala un colloque international pour mettre en évidence la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples. Il faut dire que ce colloque est réalisé en prélude à la commémoration du 220e anniversaire de la bataille de Vertières. Et pour en parler, le docteur en ethnologie et patrimoine, Karnik Demesvar, est avec nous ce soir via Zoom. Bonsoir docteur et merci de votre disponibilité. Bonsoir, et c'est à moi de vous remercier. Je salue les auditeurs, téléspectateurs de la radio Télé-Métropole. Merci de l'invitation. Alors, comme on le disait tantôt, vous avez tenu les 14, 15 et 16 novembre dernier un colloque international. L'objectif, c'était de mettre en évidence la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples. Est-ce que vous pouvez nous parler plus globalement de l'objectif qui a été fixé pour la réalisation de ce colloque? Il s'agit d'un colloque international qu'on a réalisé sous le patronage du rectorat de l'Université d'État d'Haïti et du ministère des Affaires étrangères et des cultes. L'objectif a été justement de mettre en valeur toute la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples. Et le thème central, c'était justement ça, la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples, lutte globale contre l'esclavage et la colonisation. Nous avons voulu, à travers ce colloque, montrer la portée universelle de la révolution haïtienne
et d'un coup, comment Haïti a contribué grandement à l'émancipation de différents pays, différents peuples à travers le monde qui subissaient également le colonialisme et l'esclavage. Et nous avons montré aussi que même dans le temps un peu plus récent, Haïti a contribué à reconnaître l'indépendance de certains pays. Nous avons cité toute la contribution qu'Haïti a apportée d'abord à des pays de l'Amérique latine qu'on connaît très bien, la Grande Colombie avec le Venezuela, Pérou, Bolivie, Équateur. Nous avons montré aussi que en dehors de ça, Haïti a contribué grandement à aider par exemple la République dominicaine, au moment où ils avaient voulu faire la révolution chez eux contre l'Espagne, et nous les avons aidés. Nous avons grandement contribué à aider avec le Mexique. Nous avons été les premiers à reconnaître l'indépendance de la Grèce. Nous avons aidé à d'autres pays comme la Libye dans des temps beaucoup plus récents. Nous avons été parmi les premiers à reconnaître l'État d'Israël, la Palestine et d'autres pays à travers le monde. Donc Haïti et même en Afrique. Donc on a grandement contribué à l'émancipation de certains peuples à travers le monde. Alors, si l'on comprend bien, est-ce qu'il s'agit d'un colloque où vous aviez mis en lumière les différents combats menés dans le passé pour justement aider à certains peuples de recevoir ou bien d'avoir leur liberté? Donc, l'idée aussi, c'était d'une part montrer que Haïti a grandement contribué à l'indépendance, la libération, l'émancipation de certains peuples. Mais de notre côté, nous avons montré aussi qu'aujourd'hui, Haïti est un pays qui a besoin des autres pays, justement, pour faire non plus son indépendance politique, mais maintenant son indépendance économique. Et nous avons montré justement le sens de la révolution haïtienne, toute sa portée universelle, et comment d'autres peuples, des Haïtiens, eux-mêmes doivent prendre conscience que nous avons eu une très grande révolution et que nous avons été parmi les premiers peuples, le premier peuple noir à avoir notre indépendance et à abolir l'esclavage, il faut le dire. Et nous avons contribué grandement à aider d'autres peuples. Et d'ailleurs, la terre d'Haïti a été même destinée à accueillir tous les peuples noirs du monde qui subissaient l'esclavage. C'est pourquoi d'autres peuples sont venus en Haïti. On parle des Bahaméens, on parle de beaucoup des Portoricains. On parle aussi d'autres peuples qui sont venus, même des esclaves qu'on achetait à la Jamaïque. Dessalines, par exemple, a acheté certains de ces esclaves, et plus tard, on a vu ça encore sur Boyer, et de plus, on a supporté d'autres pays. L'écho de la révolution haïtienne a justement touché d'autres pays. Aujourd'hui, ces mêmes peuples peuvent nous aider aussi à prendre notre indépendance économique, mais en même temps, à supporter. Les Haïtiens doivent prendre conscience de ce qu'on a fait dans l'histoire, dans le passé, et ce que l'on peut toujours faire dans le présent pour nous libérer économiquement. Donc on va dire qu'il s'agit d'un miroir, donc nous mettre face à ce passé glorieux que nous le savons, à travers les différentes batailles qui ont été menées. Donc est-ce que ce colloque a été un miroir pour nous, Haïtiens, de nous mettre devant et dire, ok, voilà, c'était notre passé, un passé si glorieux, et aujourd'hui, où on en est? Est-ce qu'on fait preuve de... Est-ce qu'on reconnaît réellement ce passé glorieux qu'on avait? Oui, tout à fait. En fait, ce colloque réalisé, comme je vous le disais, sous le patronage du ministère des Affaires étrangères et de l'Université d'État d'Haïti, a été organisé par l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti et la chaire UNESCO en histoire et patrimoine de l'Université d'État d'Haïti, qui est une chaire qui a intégré depuis l'année dernière dans le programme des chaires UNESCO dont je suis le titulaire coordonnateur. Et le colloque a été réalisé sous la direction du professeur Watson Denis, et dans le contexte, comme vous l'avez si bien dit, dans le contexte des 220 ans de la bataille de Vertières, et dans le cadre aussi de l'année du patrimoine qui est l'année 2023. Alors, pour justement aborder toute cette question, nous avons montré comment nous, dans le passé, nous avons marqué l'histoire à travers nos actions en Haïti, à l'ancienne colonie de Saint-Domingue, mais également qu'est-ce que nous devons, quelles leçons nous devons tirer, comment nous devons agir pour le futur d'Haïti présent. Et
Durant le colloque, nous avons eu plusieurs intervenants vraiment intéressants et d'ailleurs, on a eu une conférence d'ouverture d'abord en créole par Franz Voltaire et Haïti, c'est Maman Liberté. C'était la conférence d'ouverture et puis on avait 11 panels, 2 intervenants. Chaque panel avait 2 intervenants et donc on a eu en moyenne 22 intervenants et parmi les intervenants, nous avons eu 8 femmes et 14 hommes. Tous ont été des historiens, des professeurs d'université, des chercheurs haïtiens ou étrangers dont le sujet de recherche et des publications portent sur Haïti. Donc l'intérêt pour nous autres de parler de ces interventions, c'était surtout pour montrer toute la dimension de l'universalité de la révolution haïtienne, mais aussi de comment Haïti a supporté d'autres peuples à travers le monde. Nous avons eu des exemples des professeurs comme Kiskeya Lora qui parlait de l'impact de comment Haïti a propulsé le mouvement abolitionniste en République dominicaine, par exemple, ou la professeure Elsa Capone qui parlait de l'écho de la révolution haïtienne à Cuba. D'autres interventions portaient sur le mouvement black américain aux États-Unis avec le docteur Leslie Alexandre. Manuel Couvreau nous parlait de l'entrepôt des révolutions de Saint-Domingue, souveraineté commerciale et alliance franco-américaine. Le docteur, malheureusement, n'a pas pu être présenté, le docteur Malif Kété Assante, qui devait nous parler de toute la contribution d'Antonio Firmin sur le mouvement panafricaniste et comment cette vision a inspiré la libération des pays d'Afrique. Et dans d'autres, nous avons eu des interventions officielles aussi avec le ministre de la Culture, le recteur de l'université, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Généus, le recteur de l'université, M. Félix Deshommes, et nous avons eu Mme Dominique Dupuy, ambassadeur délégué d'Haïti auprès de l'UNESCO, qui avait pris la parole pour les parties officielles, comme aussi nous avons eu le président de l'Institut panaméricain de géographie et d'histoire, Antonio Compazano Rosales, et Mme Tatiana Villegas, représentante de l'UNESCO en Haïti. Donc, autant d'intervenants, ça pour les parties officielles, mais également pour les parties académiques, je dirais, du colloque. Donc, le docteur Garrigus, qui nous parlait de sa nouvelle lecture des origines des événements qui ont eu lieu à Saint-Domingue en 1791, le docteur Johanna von Grafenstein qui nous parlait des répercussions et de la réception de la révolution haïtienne dans le monde hispano-américain, notamment au Mexique, le docteur Marlène Do nous parlait du royaume de l'anti-esclavagisme, le docteur Anne Heller nous parlait des Blancs, de la colonisation et de résistance après l'indépendance, docteur Julia Garfield, comme on connaît très bien en Haïti, qui a travaillé notamment, que ses recherches a permis de découvrir une nouvelle copie de l'acte de l'indépendance d'Haïti. Elle nous parlait, dans le cadre de ce colloque, d'Haïti après la guerre de l'indépendance, l'indemnité qu'Haïti a versée à la France pour la reconnaissance de son indépendance a été traitée par le docteur Alex Dupuy. Jacques Bouna donc on va dire de l'exportation de la révolution haïtienne. Dr Bastien Crépin nous parlait de Benito Sylvain, qui est un anthropologue haïtien, ethnologue. Donc autant de sujets, autant d'intervenants en ce qui a trait à ce colloque. À contribuer à faire d'Haïti, à parler de revendications sociales en Haïti, et on peut aussi citer Dr Bianca Elandan et aussi Figueora qui était là avec nous dans le cadre de ce colloque, des Haïtiens comme Jean-Édith Saint-Paul, Délit Joseph, Dr Laurent Dubois, etc. Donc, c'est Lucien Joseph, tous étaient là pour présenter des thématiques un peu différentes, mais qui sont connectés au thème central du colloque. Alors, nous savons que ce colloque a été organisé dans un format hybride, c'est-à-dire en présentiel et en ligne. Est-ce que le public était majoritairement jeune? Comment est-ce que vous pouvez nous parler un peu du public qui assistait à ce colloque? On a eu un public très réceptif, à la fois sur place et à l'hôtel Montana, où il y avait dans les salles en moyenne entre 150 à 200 personnes. Même quand il y avait des personnalités qui étaient invitées, mais il y avait aussi un grand nombre de jeunes, d'étudiants, de professeurs d'histoire ou d'autres chercheurs qui sont venus assister à ce colloque. Et en ligne, on avait en moyenne par jour entre 60 à 80 personnes en ligne. Donc déjà, c'est une grande réussite, malgré quelques problèmes techniques, notamment pour la sonorisation qui n'était pas au fort au début.
début, mais dans le fond, nous avons globalement, c'était un colloque réussi et le message est passé selon nous. D'accord, merci. Vous nous dites que le colloque a été réussi, bien que certains diront qu'aujourd'hui Haïti n'a que son passé, mais il est grand temps de travailler pour un avenir plus prospère. Merci, docteur. Merci à vous. Voilà, c'est avec nous le docteur Demesvar Kernik. Avec lui, nous avions parlé de ce colloque qui a eu lieu les 14, 15 et 16 novembre dernier à l'Hôtel Montana pour mettre en évidence la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. L'alerte orange est décrétée sur tout le pays à raison du passage d'une dépression tropicale. Des pluies torrentielles commencent déjà à s'abattre sur plusieurs départements géographiques du pays ce vendredi. Un glissement de terrain a été enregistré sur la route nationale numéro 7, a annoncé la protection civile. Un calme précaire a régné ce vendredi à Cité-Soleil après plusieurs jours de combats entre les gangs. Cette accalmie a permis le chargement de plusieurs camions-citernes au niveau du terminal de Vareux. Mais il n'existe aucune pénurie de produits pétroliers selon le président de l'Association nationale des propriétaires de stations-service, Marc-André Desriffons. Haïti est sur le point de développer des relations commerciales avec le Mexique. L'annonce a été faite par le président de la Chambre de commerce haïtiano-mexicaine, M. Jean-Claude Verdier. Il a fait remarquer que des containers de céréales et de sucre doivent arriver dans les prochains jours à Port-au-Prince. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Très bon week-end sur Métropole.